troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Marie-Thérèse Altermat, Albouri Ndiaye et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. L'actualité économique à présent latente aura été longue. Le gouvernement sud-africain s'est dit prêt à indemniser les victimes du massacre de Marikana survenu en août 2012. Plusieurs propositions sont à l'étude. On fait le point tout de suite avec Maria Madramé. C'est une nouvelle étape dans le processus d'indemnisation des victimes de Lonmin à Marikana dans la province du Nord-Ouest en Afrique du Sud. Plus de 4 ans après la grève où 34 ouvriers de la mine sud-africaine avaient perdu la vie, la présidence annonce une possible dédommagement des victimes et de leurs proches. Concernant l'indemnisation des victimes de Marikana, le gouvernement est prêt à payer. La police nationale sud-africaine, la SAPS, a demandé à ses avocats de faire des propositions pour les victimes dont les dommages et les préjudices subis ont été évalués. Cela s'applique également à ceux qui ne sont pas sous enquête criminelle. Le rapport de la commission d'enquête sur la tragédie avait exonéré les dirigeants politiques de l'époque de toute responsabilité dans cette affaire. Seul le chef de la police nationale était mis en cause. Cyril Ramaphosa, qui est aujourd'hui vice-président en Afrique du Sud, était l'important actionnaire à l'époque de la mine de platine de Marikana. Vous savez aussi que la police, son comportement avait été fortement critiqué, que le chef de la police de l'époque avait d'ailleurs été suspendu de ses fonctions. Donc, il y avait une démarche contradictoire du gouvernement qui consistait d'un côté à protéger certains et d'un autre à livrer d'autres. Aujourd'hui, ce gouvernement estime que les familles des 34 mineurs qui avaient été tués au cours de ce malheureux événement, les familles peuvent être indemnisées. En août 2016, à l'occasion du 4e anniversaire de la manifestation de Marikana, le gouvernement sud-africain s'était déjà dit prêt à verser des compensations financières aux familles des victimes. Avec cette nouvelle déclaration du président Jacob Zuma, les familles des victimes qui attendent depuis plus de 4 ans espèrent parvenir enfin à une indemnisation. Monsieur Ndiaye, pourquoi avoir attendu 4 ans pour envisager des indemnisations compte tenu du préjudice causé ? Donc je pense qu'il est vrai, la vie humaine n'a pas de prix, mais quand on perd une personne de sa famille, c'est normal qu'on soit indemnisé. Bon, après, dans ce cas précis de l'Afrique du Sud, on peut déplorer quand même cette attente qui a été très longue. Parce que 4 ans pour des familles de victimes pour être indemnisées, mais comme l'a dit tantôt Jean-Marie, c'est vrai qu'au moins ils sont indemnisés. Parce qu'il y a dans certains pays où vous avez des préjudices encore beaucoup plus graves, les gens ne sont pas indemnisés. Je pense par exemple au Rwanda, je pense au Burundi, etc., à d'autres pays. Alors rappelons que 34 mineurs sont tombés sous les balles de la police ce 16 août 2012. Jean-Marie, où en est l'enquête ? Je ne peux pas vous dire exactement où on en a l'enquête, Graziella, mais je veux partir sur une autre dimension. Vous savez, en Afrique du Sud, l'événement de Marikana, si vous voulez, a réveillé, c'est-à-dire les soupçons que les gens avaient. Quand Mandela est arrivé, on avait l'impression que la scène, si vous voulez, sociétale sud-africaine était pacifiée. Mais on s'aperçoit du jour au lendemain que vous avez un événement dans un pays comme la République sud-africaine, dans lequel vous avez la police qui tue 34 personnes qui sont des mineurs qui manifestent. Quand je regarde, parce que moi, on ne peut pas comparer l'Afrique du Sud avec le reste des pays africains, parce que nous connaissons très très bien la dimension qu'a atteint l'Afrique du Sud aujourd'hui. Mais quand vous avez des événements comme ceux-là qui se produisent dans un pays comme l'Afrique du Sud, vous avez une résurgence de toutes les inégalités qu'ont subi les Noirs en Afrique du Sud en tant que tels. Comment se fait-il que vous allez dans une mine dans laquelle vous avez des gens qui sont là pour manifester dans l'État sud-africain? Je ne parle pas d'un autre pays africain. Pour moi, ça me semble scandaleux. Et qu'on ait attendu autant de temps pour pouvoir indemniser les individus, ça me semble un scandale. Tout simplement pourquoi? Parce que les Sud-Africains, on nous dit que vous avez une réduction des inégalités qui s'est produite en Afrique du Sud. Non, cette réduction des inégalités-là, c'est mon principal reproche que je fais toujours aux statistiques internationales qu'on nous pose sur la table. C'est-à-dire ces statistiques-là, on va vous prendre, si vous voulez, les grands trends et tout, et on va les extrapoler dans tout le pays, alors que la plupart des problèmes ne sont pas réglés à l'intérieur de ces États. Madame Altermat. C'est scandaleux, c'est inadmissible quand on sait que ces victimes, ce sont des innocents.
Et le secteur minier est très puissant. Et on sait qui tient le secteur minier. Quand on dit que l'Afrique du Sud a été pacifiée et que les inégalités n'existaient plus et que tous les citoyens sont égaux, il faut aller plus profondément quand on sait que 70 à 80% de l'économie est toujours tenue par les anciens maîtres. Donc ils ne vont pas lâcher du lest. Et on sait aussi que les syndicats sont très puissants en Afrique du Sud. Parce que quand ils décrètent les grèves, ça peut durer plusieurs jours. Donc je crois que c'était pour mater cette révolte et pour faire taire aussi certaines personnes qu'ils ont osé tirer en se disant peut-être qu'ils vont passer entre les mailles du filet. Mais ils sont indemnisés, c'est déjà une bonne chose. Merci Madame Altermat. 78 milliards de dollars, c'est notre chiffre du jour et il correspond au montant des capitaux qui quittent annuellement l'Afrique depuis 20 ans. Monsieur Ndiaye, qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Aujourd'hui, il faut dire que, en fait, il y a une fuite des capitaux en Afrique, parce que ça peut provenir de plusieurs facteurs finalement. Il y a la problématique des exportations, des industriels africains qui exportent et qui développent des affaires à l'international. Parce qu'avant, on voyait beaucoup de personnes investir en Afrique même. Aujourd'hui, je connais des entreprises sénégalaises qui investissent en Europe, qui investissent à Dubaï, dans les autres pays. Donc cette fuite des capitaux aussi me semble quand même très problématique, parce que finalement, on peut tenter de se dire que l'Afrique a besoin de cet argent-là pour son propre développement. Parce qu'aujourd'hui, si on considère un continent qui est la plus jeune de tous les continents au monde, aujourd'hui, en fait, l'Afrique, la jeunesse africaine, grouille de motivation, d'impatience et est portée vers l'entrepreneuriat. Et il me semble on ne peut plus dépendre de l'aide publique au développement. Aujourd'hui, si vous prenez l'exemple du Sénégal, chaque année, les immigrés sénégalais font rentrer 800 milliards dans le pays, ce qui est supérieur à l'aide que nous propose l'AFD et les institutions financières. Donc aujourd'hui, avant de cultiver le champ de l'autre, il faut d'abord cultiver son propre champ. Et je pense que l'Afrique, nos villages, nos femmes, nos enfants ont besoin de cet argent. Nos hôpitaux sont malades. Notre école est malade. La jeunesse connaît un taux de chômage, on va dire, presque frénétique, pour ne pas dire galopant. Et la jeunesse est plongée dans un désespoir et dans une précarisation croissante. Très rapidement, Jean-Marie, il y a aussi peut-être le problème des paradis fiscaux. Oui, exactement, vous avez ce problème des paradis fiscaux là, le problème des paradis fiscaux et, comment dirais-je, dirais l'impunité qui est accordée, si vous voulez, aux gens qui détournent de l'argent dans l'économie africaine. Tout simplement pourquoi? Dès l'instant que l'État ne met pas en place, les États africains ne vont pas mettre en place, si vous voulez, des règles justes, des règles contraignantes par rapport aux firmes multinationales, par rapport aux autochtones nationaux. L'Afrique a besoin d'un développement auto-centré en tant que tel. Donc il est important que l'État puisse mettre en place des règles qui soient des règles rigoureuses en punissant, c'est-à-dire quel que soit le type d'évasion qui se présente en Afrique. Sinon, vous avez l'argent de l'Afrique qui va plutôt enrichir les autres et en appauvrissant les Africains en tant que tels. Merci Jean-Marie. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier du jour de ce jeudi sera consacré au progrès de l'électrification rurale au Sénégal. Madame Marie-Thérèse Altermat, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et présidente du Conseil des Mariannes de la République. Merci. Merci. Monsieur Albouri Ndiaye, merci également pour votre participation. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie politique. Merci. Et merci à vous, Jean-Marie, pour votre participation. Merci Graziella, bonne soirée. Ravi d'avoir passé cette soirée-là avec vous sur le plateau. Un plaisir partagé. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans un instant, le journal de la rédaction.